Tiens, pourquoi les Ukrainiens se battent du côté de Chassivyar? C'est vrai qu'on vous le dit souvent, Chassivyar c'est le dernier verrou du Donbass, celui qui ouvre la voie vers Kramatorsk. Mais il y a une autre donnée sur laquelle on voulait aujourd'hui nous attarder, c'est que Chassivyar c'est une bataille pour 4 ponts. 4 ponts séparent les Russes de la prise de cette ville, Laura Pouget. Montrez-nous carte à l'appui, où précisément? Ce qu'il faut savoir, Anne, c'est que Chassivyar est bordé sur son flanc est par un canal. Ce canal, le canal Siversky-Donetsk. Et sur ce canal, 4 ponts permettant d'accéder à la ville. Au nord, celui de Kalinina et directement sur la ville, le pont ferroviaire que voici et le pont de la rue Kochovo. Enfin, au sud, le pont de la route T0504 à 3 km du centre de Chassivyar. Les Russes sont à proximité de ces ponts puisqu'ils tentent d'avancer en ce moment au niveau de Kalinina-Bodanivka, vous voyez, c'est ici, au nord, et de Klishivka au sud. Mais ils ne parviennent pas pour le moment à passer les ponts du canal qui leur donneraient pourtant accès directement à Chassivyar. Ils ont fait une tentative récente, vous allez voir, tentative récente rapportée par l'ISW, ces images à l'appui datant de la fin du mois de mai. Avec un véhicule de transport de troupes que vous allez apercevoir, ils ont traversé le canal au niveau de Kalinina, que vous voyez tout à l'heure sur ma carte, et tenté de débarquer une dizaine de soldats, mais vous le voyez, le véhicule a rapidement été attaqué par un drone ukrainien, l'empêchant de poursuivre. Bilan de l'Institut pour l'étude de la guerre. La frappe rapide contre le groupe d'infanterie russe suggère que les forces ukrainiennes disposent d'une visibilité étendue dans la zone et l'ISW estime que le groupe d'infanterie russe n'a probablement pas survécu. Illustration de la difficulté de cette traversée. Et pourquoi est-ce si difficile, Laura? Parce qu'un pont, c'est comme un entonnoir. Vous allez le voir sur mon schéma. Les Russes sont obligés de se concentrer pour le passer et les Ukrainiens les repèrent facilement, d'autant que la ville qu'ils défendent, Chassivyar, est située sur une hauteur. Chassivyar, une position défensive remarquable, abondée tout à l'heure, une de mes sources militaires, forte de la combinaison suivante, le canal, la colline et la zone urbaine derrière. Bilan de Didier François que j'ai aussi consulté. Tant que les Ukrainiens auront des obus, ça va être compliqué. Merci beaucoup Laura. Général Chouvency, c'est dingue de se dire que ça tient qu'à 4 ponts. Oui, alors je vais peut-être faire un peu de mon côté cinéphile, mais qui est très limité. Il y a 2 soirs, vous aviez un pont trop loin sur la Meuse, si je ne me trompe pas, et vous voyez une unité américaine qui s'efforce de franchir la Meuse, et avec toutes les pertes qu'elle a subies. Je dirais que si on devait illustrer un petit peu ce qui se passe dans une autre dimension, c'est un peu ça. Vous avez une coupure humide, comme on dit chez nous. Cette coupure humide, il y a des ponts effectivement qui sont des entonnoirs. Théoriquement, on doit aussi éviter de passer par ces ponts si on a des capacités amphibies. Et ce qui est très bien montré dans le film, c'est qu'aussi on aveugle l'adversaire, et ça on ne le voit pas par contre. Voilà, on aveugle l'adversaire avec des tirs fumigènes, avec de l'artillerie, aussi bien des chars que de l'artillerie normale, et puis les avions doivent intervenir. Voilà. Et vous êtes d'accord avec Didier François quand il dit tant que les Ukrainiens auront encore assez d'obus, ils ne pourront pas les franchir? Non. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, d'abord, je pense qu'ils sont retranchés. Donc, il n'y a pas que les obus. Ils sont retranchés. Ils tiennent les ponts. Ils empêchent le franchissement. La capacité amphibie, moi j'étais sur une unité amphibie. C'est extrêmement difficile avec des blindés pour franchir un canal de surtout sur un canal où c'est très abrupt pour descendre. Oui, donc il faut une rivière. L'amphibie ne fonctionne que si vous avez une plage d'entrée dans l'eau. Oui, s'il n'y a pas de plage, vous ne rentrez pas. Donc, en fait, il resterait peut-être que les ponts pour passer. Donc, une petite difficulté. Alors, je ne sais pas comment est passé le blindé qui a été montré. Je dirais que non, il y a une coupure humide est idéale. En plus, si on domine par les hauteurs, est idéal pour, défendre cette coupure humide. Alors, le coût des munitions, ça ne suffira pas. Tout dépend, en fait, de ce que mettront les Russes de l'autre côté. Est-ce qu'ils ne vont pas frapper à outrance, ce qu'ils font déjà depuis des semaines, pour atténuer la capacité défensive? Et puis, il va falloir trouver un chemin. Et le chemin, là, s'il n'y a que les ponts, parce que c'est sur un canal, ça va être extrêmement difficile. Oui, il y a 4 ponts, mais il y a aussi 2 zones, au nord et au sud, où le canal passe en souterrain. En fait, il est enterré, qui peuvent faire des voies d'accès pour les blindés russes. Alors, ces zones-là sont battues par les feux actuellement, elles sont totalement impraticables pour les Russes, mais on ne sait jamais. Et en fait, Anne, on pourra aussi s'apercevoir des grosses difficultés de Chassivyar le jour où les ponts seront sautés par les Ukrainiens, où les Ukrainiens feront sauter leur propre pont pour ne pas permettre le passage des Russes. Déjà fait, hein. Et là, on pourra voir que les choses sont extrêmement difficiles. Ça nous rappellera le début de cette guerre. Oui, tout à fait. Les Ukrainiens pour... Des ponts qui n'ont pas sauté aussi. Oui. Mais puisqu'il y avait des traîtres inféodés aux Russes qui n'ont pas déclenché les explosifs. Des actes magnifiques de courage du côté ukrainien. Si vous faites sauter les ponts, qui se sont fait sauter. vous ne pouvez pas contre-attaquer. C'est que vous acceptez un gel du front. La contre-offensive devient très difficile, effectivement. Je pense que l'enjeu, il est là. C'est pour ça que les ponts sont toujours là. Tout à fait.
On va se poser une question. Est-ce que les Ukrainiens, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, préparent l'arrivée des F-16 ? Alors si on se pose cette question, c'est justement parce que depuis la fin de la semaine dernière, Kiev multiplie la destruction des batteries anti-aériennes S-300 et 400. Vous allez voir ces images d'ailleurs, notamment dans le secteur de Belgorod. Des raids opérés notamment alors, grâce à des HIMARS. Et comme vous pouvez le voir sur ces images d'ailleurs, il semble que le matériel occidental soit maintenant vraiment utilisé pour frapper des positions directement sur le sol russe. Alors c'est pas tout, on a d'autres images à vous soumettre. Les Ukrainiens visent également des stations de radar mobile russes, comme sur ces autres images. Regardez ce système Kasta. Normalement, il permet de déterminer et reconnaître les cibles aériennes, notamment des avions. Batterie anti-aérienne. Alors la question, elle est simple, Xavier. Est-ce que, boum, voilà, c'est touché, c'est au but. Est-ce qu'on prépare l'arrivée des F-16 ? Entre autres, c'est une spécialité ukrainienne de s'en prendre à tous les moyens d'observation des Russes, vraiment dans la large palette. Ce qui est intéressant dans le cas du système S-300 et S-400, c'est qu'il y a une station de commande qui a été touchée, deux lanceurs, et c'est la première fois à notre connaissance dans cette guerre qu'un système vraiment russe a été frappé par une arme américaine, HIMARS, sur le territoire russe. Donc là, ça peut donner lieu à des réflexions pour Vladimir Poutine. Ça veut dire que le go est vraiment donné pour le coup. Tout à fait, mais c'est indispensable pour les Ukrainiens pour aveugler totalement les Russes autant qu'ils le peuvent. Mais ils l'ont fait énormément, notamment en Crimée. Et vous vous souvenez de cet avion type AWACS, en fait, avion d'observation qui avait été abattu aussi au-dessus, à proximité de la mer d'Azov. Ils multiplient les opérations de ce genre-là. De même, ils s'étaient attaqués aux plateformes pétrolières en mer Noire pour y neutraliser les radars qui avaient été installés par les Russes pour permettre leurs attaques sur les bâtiments de la marine russe, de la flotte russe en mer Noire. Et ils continuent jusqu'à des radars franchement stratégiques, puisqu'ils ont détruit récemment un énorme complexe radar qui avait une portée de 6000 km et qui était dans la fonction première. C'est un radar qui voit tout le ciel jusqu'en Europe. Et sa fonction première, c'est de voir arriver les missiles nucléaires qui seraient envoyés par les Occidentaux. Donc là, on touche au cœur du système de défense russe. Effectivement, on doit commencer à se poser beaucoup de questions au Kremlin, parce que faire la guerre en étant aveugle, sachant que de nouveaux matériels vont arriver, parce que les Storm Shadow qui pourront être utilisés en Russie, viennent de et puis les avions, les la F-16. livraison des F-16. Alors je crois qu'il y en a 24 et 19 qui devraient arriver, avec une petite spécificité des deux pays. Vous pouvez utiliser les armes que vous voulez dessus et frapper les territoires que vous voulez. Je vais ajouter juste un point. Avant que les avions arrivent, il faut absolument que les Ukrainiens sacralisent les pistes, les aérodromes, les endroits où ils seront stationnés pour ne pas se les faire descendre au sol. Peut-être que c'est le début de la sacralisation, ces destructions à répétition. Oui, alors là encore, il y a un bouger. Il y a un bouger sur les instructeurs français ou autres officiellement en Ukraine. Depuis la semaine dernière, les Américains ont autorisé certaines frappes sous certaines conditions avec des armes américaines sur le territoire russe. Mais moi, il y a une chose que je trouve absolument étonnante dans tout ça, c'est que depuis plusieurs mois, déjà, les attaques MS américains frappent en Crimée. Et la Russie, qui n'arrête pas de dire que la Crimée est russe, et la Crimée, les Russes ont incorporé la Crimée dans la Fédération de Russie en 2014, là, la Russie ne réagit pas en disant on attaque la Russie. Mais Belgorod non plus, pas de réaction. Alors, pas pour le moment, c'est tout frais, Belgorod. Oui, mais depuis des mois. Enfin, si c'est votre territoire, normalement, vous devriez réagir. Mais si vous voulez, la Russie, depuis plusieurs jours, dit oui, maintenant que les Occidentaux vont utiliser des armes occidentales pour frapper en Russie, vous allez avoir des conséquences comme vous n'en avez jamais eu, ça se sentira jusqu'à Washington. Les menaces se multiplient, mais pas de réaction. Alors que depuis plusieurs mois, la Crimée est frappée. Donc quel message est-ce que la Russie envoie au monde ? Quel message est-ce que la Russie envoie aux Russes qui sont en Crimée ? C'est que finalement, on a beau faire toutes ces déclarations, on a beau vous avoir incorporé à la Fédération de Russie, vous restez des citoyens de seconde catégorie. Et moi, si j'étais un Russe en Crimée aujourd'hui, je serais extrêmement énervé de voir que l'on traite différemment, en tout cas, on parle de traiter différemment, les frappes qui sont sur
le territoire russe qui est reconnu de façon internationale. Et les Russes nous envoient beaucoup de signaux sur d'éventuelles négociations. Peut-être qu'ils le font consciemment, peut-être qu'ils le font inconsciemment, ça on ne le sait pas, mais c'est quand même à noter, c'est vraiment intéressant.